ensemble pour 50 minutes. Je m'appelle Olivier, je suis chez Stripe depuis 3 ans. Je vais vous présenter un petit peu Stripe après. Je m'occupe des opérations et des lancements de nouveaux produits chez Stripe en Europe du Sud. Que vous dire d'autre? À côté de ça, je mentor des startups, des entrepreneurs, notamment à Techstars. Et j'avais créé avant Stripe l'une des premières plateformes de crowdfunding en action, en equity en France, qui s'appelle SparkUp. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de marketplace et de plateforme. Je pense que ça va être un talk un petit peu moins technique, je regardais le programme que les autres, plutôt avec une dimension produit et des conseils business assez concrets, sans bullshit, pour vous aider à penser comment lancer et développer votre marketplace. Juste pour avoir une petite idée, qui est-ce qui a bossé ou bosse actuellement sur un projet de marketplace, de plateforme, de business avec deux phases dans la pièce? Il y a quelques-uns. Ok, d'accord. Allons-y. Donc 50 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'arrêter 2-3 fois pour pas parler tout seul pendant tout le truc et pour prendre des questions ou préciser sur des sujets si vous voulez un peu plus de détails. Alors, peut-être, on va pas parler beaucoup de Stripe, mais juste pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc Stripe, c'est une boîte qui a maintenant 6-7 ans et qui construit des API, des SDK, des composants d'interface pour permettre facilement aux entrepreneurs de construire et de lancer leur business en ligne. Notre principal produit, c'est un produit de paiement qui permet ultra facilement d'accepter les paiements donc, sur un site ou sur une app mobile. Mais on a lancé pas mal d'autres produits de business intelligence, de lutte contre la fraude, de marketplace, de gestion de marketplace et d'autres. Donc c'est un business, on est dans pas mal de pays maintenant, il y a plus de 100 000 entreprises dans le monde qui bossent avec Stripe, soit des petites ou des grosses. On commence à avoir vu pas mal de transactions. On estime qu'aujourd'hui, lorsqu'un paiement passe chez nous, on a presque 9 chances sur 10 en fait, de l'avoir déjà vu avant. Et on a reçu pas mal d'argent de fonds de capital risque. Et on bosse notamment avec plein de super startups, des marketplaces, du SaaS, du e-commerce, des petites boîtes, des boîtes qui ont grossi vite et des boîtes qui étaient déjà grosses. Et notamment en France, vous devez connaître Drivey, Algolia ou Glovo, qui est une boîte espagnole. Donc voilà, c'est des boîtes qui se reposent sur l'infrastructure de Stripe pour se développer plus rapidement. Alors, chez Stripe, donc, comme je vous disais, on a vu passer pas mal de marketplaces. On a vu passer pas mal de marketplaces. En parallèle, moi, j'en ai mentoré pas mal. Et marketplace, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça voulait tout dire et rien dire, un marketplace et une plateforme. Donc, je pense que le cœur du concept, tout le monde le comprend, c'est un business vraiment d'intermédiation. Ça veut dire que c'est pas la marketplace qui construit elle-même le service ou le produit qu'il fournit. En fait, elle met en connexion, donc elle met en relation donc des vendeurs, des acheteurs, de l'offre et de la demande. Historiquement, quand on remonte un peu en arrière, en fait, ça fait longtemps qu'il y a des business de marketplace. Les premiers business sur Internet, eBay, Craigslist et autres, c'était en fait des business d'intermédiation. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, enfin, du point de vue de Stripe, on a 4 segments, vraiment 4 verticales de marketplace qui se développent super vite et on voit de plus en plus de startups qui marchent bien. Le premier, c'est ce qu'on appelle mobile on demand. Donc, c'est toutes les marketplaces qui utilisent en fait les capacités de géolocation, géolocalisation des mobiles pour fournir un service donc ultra localisé, donc que ce soit de la nourriture pour les restaurants avec Deliveroo ou que ce soit de la livraison de n'importe quoi avec Glovo. Ensuite, il y a des marketplaces de peer-to-peer où en fait, où c'est pas uniquement de la mise en relation, mais en fait où toute la relation en fait est organisée par la marketplace, que ce soit en termes de type de service, de contrat d'assurance, de remboursement, donc des logements comme Airbnb ou des locations de voitures comme Drivey. Du crowdfunding que vous devez connaître, donc du financement participatif qui permettent de financer des projets sans forcément passer par des investisseurs traditionnels, mais en faisant appel à la foule. Et enfin, ce qui est un petit peu moins évident au début à comprendre, mais des plateformes software à la Shopify ou Typeform. Shopify, ça permet super facilement de créer un site e-commerce en ligne. Typeform, ça permet très facilement de créer des formulaires et d'accepter des paiements ou plein d'autres choses, qui en fait, d'une certaine manière, en fait, mettent aussi en relation des gens. Ça veut dire qu'elles permettent donc à des petits commerçants, à des business, donc de facilement créer leur présence en ligne et de se connecter donc avec des acheteurs. C'est de loin les marketplaces et les plateformes, le segment de l'économie numérique qui croît le plus vite. On avait fait une étude il y a quelques mois en France. On estime qu'aujourd'hui, en France, c'est environ un tiers des startups créées qui sont des marketplaces ou des plateformes, donc des business d'intermédiation.
Quand on regarde, donc, comme je disais, c'est le segment qui croît le plus vite. On estime d'ici 2020 que en fait, 40% des transactions en ligne se feront via des business d'intermédiation et plus via des business classiques donc de e-commerce. Et si on regarde des marchés qui généralement sont un peu annonciateurs de ce qui va arriver dans quelques années, comme la Chine, qui est pas mal en avance sur ça, en fait aujourd'hui c'est déjà 90% des transactions en Chine qui se font via des marketplaces et pas via des e-commerçants classiques qui distribuent. Je pense que vous êtes au courant, mais les marketplaces, on a grosso modo deux types d'acteurs. On a des pure players, donc des gens qui font que ça, donc à la Airbnb où c'est vraiment que leur business. Et à côté, on a des retailers, donc des sites de e-commerce un peu plus classiques qui lancent tous leur marketplace. Quand on regarde un site, par exemple, comme Amazon aujourd'hui, en fait, l'activité probablement la plus rentable d'Amazon d'un point de vue e-commerce, en fait, c'est leur marketplace. Et c'est plus leur distribution classique de biens. Et quand on prend un peu de recul, je pense qu'il y a deux ou trois grandes tendances qui expliquent en fait cette croissance des marketplaces. La première, c'est que c'est assez peu coûteux à lancer une marketplace au départ, comme c'est pas vous qui fournissez le service ou le produit. En fait, l'investissement initial est assez faible. Deuxièmement, c'est qu'en fait, c'est typiquement le genre de business où il y a des économies d'échelle très fortes grâce à des effets de réseau. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où vous ajoutez en fait de plus en plus d'utilisateurs sur marketplace, la valeur de votre marketplace augmente pour chaque utilisateur. Et troisièmement, je pense que le mobile joue un rôle énorme avec, comme je disais, les capacités de géolocalisation qui permettent en fait plein de business de mise en relation en fait qui étaient avant plus compliquées sur desktop. Et pour avoir lancé une marketplace avant, pour en montrer quelques-uns, et à chaque fois en fait c'est la même discussion qu'on a avec les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois dedans. C'est que ça a l'air d'être assez facile au premier abord, au sens c'est pas moi, si je suis Airbnb, c'est pas moi en fait qui vais devoir acheter les appartements ou les gérer, je vais juste mettre en fait en relation des appartements et des locataires. Et donc en fait les entrepreneurs généralement leur première réaction c'est en fait c'est assez compliqué, je vais juste organiser une relation et je vais prendre une commission dessus, une commission entre 5 et 20%, et ensuite après je vais laisser en fait le vendeur et l'acheteur vivre leur vie. Mais malheureusement c'est pas si facile que ça. La première grosse difficulté en fait quand on lance une place de marché, un business biface, c'est qu'il y a le problème classique de l'œuf et la poule. La raison pour laquelle des acheteurs viennent sur la plateforme, c'est les vendeurs, mais la raison pour laquelle les vendeurs viennent sur la plateforme, c'est les acheteurs. Donc comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on a besoin des deux pour monter en même temps et que c'est uniquement la présence de l'autre qui apporte de la valeur. Et ça, il y a plusieurs techniques pour ça, pour résoudre un peu ce problème. Nous, ce qu'on remarque historiquement, c'est que les marketplaces qui réussissent bien à résoudre ce problème, c'est les marketplaces qui se concentrent sur l'offre en premier. Généralement, les offreurs, c'est les personnes qui ont le plus intérêt à être là sur la plateforme parce qu'ils ont besoin de trouver des clients, parce que c'est leur activité souvent professionnelle et que donc ils sont prêts à être un petit peu plus patients dans l'espoir d'avoir un revenu futur. Donc c'est la première chose. Mais comment est-ce qu'on fait donc, pour faire monter ce côté offre dans une marketplace d'un premier temps? Et ce qu'on remarque en fait quand on regarde les marketplaces qui ont très bien réussi au cours des 5-10 dernières années, c'est qu'il y a 2-3 grandes stratégies qui s'utilisent d'habitude. La première, c'est des marketplaces en fait, qui vont tout simplement faker en fait, l'offre. Ça veut dire soit la faker, soit la faire elles-mêmes. Donc, par exemple, on prend une marketplace, des marketplaces de contenu, par exemple, comme Quora aux États-Unis, le site de questions-réponses de super haute qualité, ou YouTube. En fait, les fondateurs de ces marketplaces au départ, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont passé des jours et des jours entiers, en fait, à écrire eux-mêmes les questions, à uploader eux-mêmes des vidéos, pour arriver en fait à avoir suffisamment de contenu pour que ça soit intéressant pour des acheteurs, on va dire, de la demande, en fait, des visiteurs pour venir sur le site et commencer à consommer ce contenu. Donc ça peut être une première stratégie. Une deuxième stratégie, et ça explique en fait pourquoi est-ce que ça explique en partie pourquoi est-ce que les marketplaces ont besoin de lever beaucoup de fonds pour grossir, c'est de subventionner l'offre. On prend un business par exemple comme Uber ou comme n'importe quel autre business de VTC dans le monde. En fait, lorsqu'ils vont dans une nouvelle ville, ils ont toujours ce problème. Ça veut dire comment est-ce qu'ils peuvent attirer des chauffeurs alors qu'ils n'ont pas de riders et vice-versa. Et en fait, ce que Uber et d'autres font, en fait, c'est quand ils arrivent dans une ville, ils sont prêts à subventionner en fait l'activité des chauffeurs avec un forfait par jour pendant une semaine, juste pour avoir en fait des chauffeurs qui tournent et que les premiers riders en fait qui arrivent sur la plateforme trouvent directement en fait un chauffeur qui est disponible. Et une troisième stratégie que j'ai pas mal observée, c'est une stratégie qu'on appelle Come for the tools and stay for the network. C'était l'investisseur Fred Wilson, je crois, du SV qui en parlait. Il y a pas mal de marketplaces en fait qui au début ont attiré l'offre en construisant en fait des features qui avaient une valeur
en elle-même pour l'offre. Et je vais prendre des exemples, ça va être plus clair. On prend par exemple une marketplace comme OpenTable, qui est arrivée en France il n'y a pas très longtemps, qui est déjà massivement omniprésente aux États-Unis et qui permet super facilement en fait, pour des gens de réserver des places au resto, dans des restos un peu difficiles à avoir en ligne. Toujours pareil, le même problème. Comment est-ce que j'attire les restos, sachant qu'eux viennent pour les acheteurs, et comment j'attire les acheteurs alors qu'eux viennent pour les restos. Et donc, eux, leur stratégie, ça a été de se concentrer uniquement sur les restos au départ. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont construit pour les restos donc des outils qui leur permettaient facilement de gérer certains aspects de leur quotidien. Donc, par exemple, des outils de gestion de tables dans le resto, des outils de reçus, de menus. Donc, il y avait de la valeur en soi, en fait, qui n'avait pas besoin d'avoir les acheteurs pour avoir de la valeur, qui attiraient les restos. Et le jour, en fait, où il y avait suffisamment de restaurants sur la plateforme, alors là, ils ont ouvert les vannes de la réservation en ligne. Et là, ça va être directement de la valeur pour les acheteurs. Un autre exemple assez connu, c'est Yelp. Yelp, donc, qui est une boîte américaine maintenant qui est partout, qui permet de trouver des avis sur un peu tout, notamment des restaurants, des magasins et tout. Donc toujours pareil, le même problème. Comment est-ce qu'on attire les restaurants et les magasins alors qu'eux veulent l'autre côté? Et là, ce qu'ils ont fait en fait au début, c'est qu'ils ont scrappé en fait toutes les pages jaunes, tous les directories qu'ils pourraient trouver pour constituer un directory à jour des adresses et numéros de téléphone de tous les restos et tous les magasins d'une ville. Donc, ils n'avaient pas besoin des restaurants pour ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de sites de sources qui étaient disponibles en ligne pour le constituer. Et donc, une fois qu'ils avaient constitué ce répertoire qui était à jour et qui était plus complet que les autres répertoires existants, en fait, les acheteurs, donc les visiteurs, ont commencé à venir spontanément. Et le jour où ils ont commencé à avoir suffisamment de visiteurs, ils ont dit au restaurant, bah, regardez, maintenant, en fait, on a déjà une base de données de 4 millions de personnes en fait, qui viennent voir votre restaurant tous les jours. Et si, en fait, on ouvrait de la réservation, des discounts via notre plateforme Yelp. Donc voilà, 3 stratégies. Et peut-être l'un des points communs à ces 3 stratégies, c'est que les marketplaces, pour résoudre ce problème, le résoudent souvent de manière très localisée. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle des business comme Uber, Lyft, chauffeurs privés et autres commencent souvent par des villes, voire même par des quartiers. C'est qu'en fait, ils veulent en fait assurer suffisamment de liquidité, donc suffisamment d'offres et de demandes dans une petite zone géographique et au fur et à mesure donc l'étendre. Mais donc, je pense l'une des choses qui peut tuer le plus facilement une marketplace quand elle se lance, c'est d'être ultra ambitieux et de se dire je vais couvrir toute la France si je fais un business comme Yelp, par exemple. Et en fait, d'avoir nulle part suffisamment de liquidité, parce qu'en fait, on aura toujours des petits clients, des utilisateurs à droite, à gauche, mais jamais suffisamment de concentration au même endroit. Et donc, de jamais atteindre une sorte de masse critique, en fait, qui permet donc à la marketplace d'avoir suffisamment de valeur en soi. Donc, premier challenge, c'était le dilemme de l'œuf et la poule. Deuxième challenge, en fait, c'est que c'est compliqué, en fait, c'est plus compliqué ce qu'on pense à opérer et à scaler une marketplace d'un point de vue plus technique sur le coup. Historiquement, les marketplaces, c'était de la pure mise en relation. C'était vraiment, on prend un exemple comme Le Bon Coin ou Craigslist, c'est vraiment de l'annonce avec un email et l'acheteur et le vendeur se débrouillent ensuite pour faire leur transaction. Si jamais il y a eu un cas de fraude ou de produit qui n'est pas satisfaisant, ils se débrouillent. Le Bon Coin et Craigslist ne sont pas du tout impliqués dedans. Et ce qu'on remarque en fait, et depuis pas mal de temps, quand même depuis presque 10 ans maintenant, c'est que les nouvelles marketplaces qui marchent très bien, c'est des marketplaces d'une certaine manière full stack. C'est-à-dire des marketplaces en fait qui vont faciliter toute la transaction. Pas uniquement la découverte de l'information ou le premier contact entre le vendeur et l'acheteur, mais tout. C'est-à-dire le paiement, le remboursement, une politique d'assurance, si par exemple on est sur Airbnb ou autre. Et donc en fait, il y a pas mal de briques applicatives et de briques business en fait à construire pour être sûr en fait de faciliter toute la transaction entre ces marchands, entre ces utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, les marketplaces qui croissent le plus vite sont sur des marchés en fait où historiquement l'offre et la demande avaient beaucoup de mal à matcher. Parce que, par exemple, on prend un exemple comme Drivey, location de voiture, parce qu'en fait, louer une voiture à un inconnu, en fait, ça a un coût, un risque assez considérable par rapport aux revenus. Et donc, il faut mettre en place soi-même un contrat d'assurance, il faut mettre en place soi-même des conditions et tout. Et donc, en fait, c'est là où Drivey apporte de la valeur. En fait, c'est en facilitant toute la transaction pour les utilisateurs et pas uniquement la découverte. Donc ça, c'est le premier gros challenge, c'est vraiment penser l'expérience en fait, de vos utilisateurs de A à Z et pas uniquement sur la transaction ou la découverte. Et le deuxième challenge, c'est plus un challenge d'un point de vue de transaction de paiement.
c'est qu'en fait, ça double, ça double complètement la complexité de marketplace. En fait, concrètement, vous allez retrouver avec des acheteurs qui seront sur des devices différents, sur mobile, sur desktop, qui seront dans des pays différents, donc en fait, qui auront besoin de payer avec des monnaies différentes ou avec même des méthodes de paiement différentes. Par exemple, en Allemagne, aux Pays-Bas, on paye très peu en fait avec des cartes, et donc ça, si vous voulez vous développer là-bas, il faut l'offrir. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième gros challenge, en fait, c'est côté vendeur, en fait, et ça, c'est plus un point de vue réglementaire, c'est en fait quand on envoie de l'argent à quelqu'un en ligne, en Europe et d'ailleurs partout dans le monde, il faut s'assurer qu'on n'envoie pas de l'argent à un criminel. Et donc, comme par définition sur le marketplace, vous avez beaucoup de vendeurs, et ben en fait, à chaque fois, vous vous assurez que le nouveau vendeur qui est sur Airbnb et qui loue un appart à 10 000 euros, ben, ce n'est pas du blanchiment d'argent, ce n'est pas du financement de terrorisme. Et donc ça, au fur et à mesure où vous vous lancez dans plusieurs pays, enfin, vous voyez, la complexité est exponentielle. Donc voilà, deux gros challenges. Et juste très rapidement sur Stripe, en fait, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui me tient à cœur et pourquoi est-ce qu'on pense avoir des choses utiles à dire sur le sujet? C'est qu'en fait, on a lancé depuis 3 ans un produit, une API, enfin une infrastructure plutôt pour un marketplace qui s'appelle Stripe Connect et qui permet ultra facilement donc en fait de gérer les différentes étapes en fait de cette transaction, de cet échange en fait entre l'acheteur et le vendeur, de l'inscription au contrôle d'identité du vendeur, au transfert des fonds avec la bonne commission et ensuite à la gestion de toutes les questions de remboursement, de litige si jamais il y a eu un cas de fraude et enfin d'expansion internationale. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs de marketplace à partir de ce chart un peu compliqué et de revenir à quelque chose d'assez simple en fait et de se concentrer vraiment sur l'expérience utilisateur au lieu de passer trop de temps à réinventer la roue sur tout ce qui est paiement, routage de fonds, etc. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? On continue? Allons-y. C'était une longue intro. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a bien compris les challenges. Quels sont un peu les bons conseils, les bonnes pratiques à appliquer en termes de produits, en termes d'UX, donc pour facilement construire et faire scaler sa marketplace? Alors, moi j'en vois 3 grands. Le premier, c'est vraiment se concentrer sur le segment de la marketplace qui est en fait un peu moins intuitif, c'est-à-dire les vendeurs en premier et vraiment avoir un produit différenciant dessus. Donc ça va être le premier point, comment est-ce qu'on attire les meilleurs vendeurs. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on offre, côté acheteur sur le coup, une expérience mobile, locale et la plus seamless possible. Et enfin, c'est d'un point de vue un peu plus réglementaire et d'un point de vue confiance, c'est comment est-ce que on instaure de la confiance, un sentiment de sécurité donc sur la marketplace pour que les gens n'aient pas de crainte de transacter entre eux. Alors, attirer les meilleurs vendeurs. Donc, comme je disais juste à l'instant, c'est assez contre-intuitif. Généralement, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs se ruent sur le côté acheteur, parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît un petit peu mieux. En fait, il y a assez peu de personnes qui ont déjà loué qui ont déjà été chauffeurs Uber ou les repas sur Airbnb, alors que quasiment tout le monde en fait a déjà acheté sur ces services. Et comme je disais donc en introduction, en fait, le côté offre, c'est vraiment ce qui va être différenciant au début et surtout la qualité de l'offre. Donc, premier truc, se concentrer sur l'offre. Et deuxième chose, en fait, c'est vraiment viser dès le départ les meilleurs vendeurs parce que c'est eux qui vont faire la différence et qui vont faire 80% de votre business. Donc ça, je ne vais pas en parler parce que j'en ai rapidement parlé. Mais donc voilà, plusieurs stratégies pour résoudre le chicken and egg, le dilemme de l'œuf et la poule. Donc se concentrer donc, vraiment sur la partie offre pour commencer. Deuxième point, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de marketplaces qui en fait cherchent des offreurs qui sont assez peu engagés en fait sur la marketplace. Par exemple, on prend une marketplace, je ne sais pas, comme Le Bon Coin, et ben en fait quelqu'un qui est un offreur qui est sur Le Bon Coin, il va pas y aller tous les jours pendant 4 mois en fait. Il va y aller de temps en temps quand il a besoin d'un produit. Et donc pour cette raison, en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans la compétition entre plusieurs marketplaces dans une même industrie, en fait la qualité de l'onboarding en fait des vendeurs est assez clé. Et en fait, quand on regarde les taux de drop-off, donc de chute du tunnel de conversion en fait des vendeurs, en fait c'est souvent les endroits en fait où les marketplaces perdent le plus leurs futurs offreurs. Et donc ça, c'est l'exemple d'une marketplace qui s'appelle DoorDash. DoorDash, c'est que américain pour le moment, c'est un équivalent de Deliveroo ou Uber Eats, donc c'est de la livraison de nourriture de resto avec des livreurs.
Et DoorDash, c'est une des marketplaces qui, je pense, a le mieux craqué dès le départ, en fait, l'onboarding et surtout un onboarding qui est spécifique à leur clientèle. Donc ça, c'est côté livreur. En fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les livreurs, aujourd'hui, c'était souvent des jeunes, des étudiants qui, en fait, n'avaient pas forcément d'ordi desktop, mais qui faisaient absolument tout sur mobile. Et donc, en fait, ils ont pensé donc, leur onboarding vraiment mobile first. Donc, mobile first, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment avoir un design qui est adapté au mobile. Mais deuxièmement, en fait, ça veut dire demander le moins d'informations possible au début pour décourager le moins possible en fait, l'inscription. Et donc, ce qu'ils font, par exemple, c'est comme toutes les marketplaces sont obligés de contrôler en fait l'identité de ces vendeurs. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font de manière très très progressive. C'est-à-dire quand un livreur va s'inscrire sur la plateforme dans un premier temps, ils vont uniquement demander, par exemple, sa date de naissance. Et c'est uniquement lorsqu'un premier virement sera prêt à être fait au livreur qu'ils vont demander plus d'informations, comme un scan de carte d'identité ou un numéro de sécurité sociale. Donc vraiment avoir un onboarding qui est adapté en termes de design sur mobile et qui est vraiment progressif pour décourager le moins possible les offreurs de s'inscrire. Deuxième point qui paraît instinctif, mais qui n'est pas si facile que ça à designer, en fait, c'est améliorer le plus possible l'expérience de paiement, de virement de l'argent vers vos offreurs. Lorsqu'on est offreur sur Marketplace, le plus gros stress, c'est le virement, c'est le paiement. C'est quand est-ce que je ressors mes fonds, est-ce que ça va être le bon montant, est-ce que je ne me suis pas trompé d'IBAN lorsque je l'ai mis dedans. C'est vraiment ce qui stresse le plus les gens. Et autant pour tout ce qui est, sur le coup, paiement initial par carte, en fait, on commence à avoir l'habitude parce que ça fait 20 ans en fait, que les gens payent en ligne. Mais recevoir de l'argent depuis un service qui est web-only, en fait, c'est pas encore tout à fait intégré. Donc souvent, on a toujours peur d'avoir fait une mauvaise manip dans l'affaire. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent dès le départ sur des transferts purement manuels avec des spreadsheets de 4000 lignes où ils mettent le nom, le prénom, l'IBAN, le montant, la date, qu'ils envoient tout ça avec, dans le meilleur des cas, avec des sortes d'API à leur banque, dans le pire des cas, par email, tout simplement. Et en fait, le problème avec ça, c'est que non seulement au fur et à mesure, c'est que ça ne scale pas du tout, parce qu'au fur et à mesure en fait, où vous achetez des lignes, c'est toujours aussi compliqué en fait, de le faire. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, ça peut mener à beaucoup d'erreurs manuelles. Et c'est des erreurs qui font concrètement que les gens vont quitter votre plateforme, parce que s'ils ne sont pas payés de manière régulière et le bon montant, ils seront absolument furieux. Et donc ce que je conseille, c'est vraiment de passer le plus possible par des solutions en fait, de paiement de vos offreurs qui sont apaisés. Donc, ils vous permettent ultra facilement de connecter ça à votre système et d'envoyer en fait via une API donc le montant du virement que vous voulez faire, l'IBAN et la date où vous voulez le faire. Et en particulier, le moment où vous allez vouloir en fait segmenter un petit peu vos offreurs. Par exemple, je prends un exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être un exemple Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, il y a des particuliers et des professionnels côté vendeur, en fait. Il y a des particuliers qui, sincèrement, veulent louer 2 jours par semaine ou 2 jours par mois leur bien immobilier. Et il y a des professionnels qui, en fait, possèdent plusieurs biens immobiliers et qui le font vraiment, et c'est un vrai boulot. Donc Airbnb, ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, les professionnels, ça leur apporte énormément d'offres sur la plateforme, et donc ils offrent quelques perks, quelques services en plus. Et donc, par exemple, ils modulent pas mal la durée, le délai en fait, de virement, le délai de paiement. Donc le jour où vous commencez à avoir des services un petit peu différenciés côté paiement à vos offreurs, c'est plus du tout scalable en fait d'avoir des spreadsheets, d'avoir des CSV, et il vaut mieux passer donc par des API. Prochain point en fait, c'est sur le concept de power sellers. Sur quasiment toutes les plateformes, sauf les plateformes peut-être les répertoires, c'est-à-dire les répertoires et les sites d'avis, en fait, on remarque vraiment une sorte de loi de puissance en fait, dans la distribution des vendeurs. C'est-à-dire de manière surprenante, en fait, il y a vraiment 10-20% des vendeurs qui vont faire 80% de l'activité. Et ça sera toujours pareil, ce sera ces vendeurs en fait, qui vivent via la plateforme et qui en fait, sont engagés à 200%. Et comme je disais juste avant, en fait, ces vendeurs, ils n'ont pas les mêmes besoins en fait, que des offreurs qui sont là juste une fois par semaine et qui en fait, font ça uniquement pour arrondir leur fin de mois. Ils ont des besoins beaucoup plus avancés. Et donc ça, ce qu'on remarque, c'est que les bonnes plateformes, les meilleures plateformes, en fait, elles arrivent justement à segmenter un petit peu leur offre et à se dire, ces vendeurs-là, je vais leur offrir en fait, des tools plus avancés. Une manière super simple de satisfaire ces offreurs, c'est en fait leur donner des analytics, leur donner en fait non seulement une idée un peu de comment est-ce qu'ils performent sur la plateforme, mais également des petits tips en fait pour s'améliorer. Donc ça, par exemple, c'est l'interface de Kickstarter.
Ouais, c'est l'interface de Kickstarter. Kickstarter, ils ont exactement ça. Ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment deux types de projets. Il y a des créateurs de projets qui sont des repeat creators qui en fait en font 10, 20, 30 et qui vivent en fait de l'activité et qui ont vraiment envie d'optimiser au fur et à mesure leur performance. Et à côté, il y a des créateurs de projets beaucoup plus occasionnels qui font une fois de temps en temps et qui en fait ont peu de chances de revenir en tant qu'offreurs sur la plateforme. Et donc ce qu'ils font, et en fait Kickstarter c'est d'autant plus important que en fait c'est en grande partie les offreurs qui trouvent en fait les investisseurs dans les projets via leur réseau, via leur communauté. Et donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils offrent un bon paquet d'outils d'analytics pour leur permettre de mieux vendre, donc de trouver plus d'investissements. Donc ça vaut le coup de créer une campagne sur Kickstarter juste pour regarder aux outils, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors, ce n'est pas le moment le plus fun de la présentation, mais lorsqu'on a une marketplace avec des offreurs et qu'on a des business, et surtout en Europe, il y a des questions d'impôts qui sont assez pénibles. Et souvent, ce qu'on remarque, évidemment, ce n'est pas le problème le plus fun à résoudre en termes d'UX, mais c'est un vrai, enfin, quand on dépend d'une plateforme en tant qu'entreprise, c'est vraiment pénible de ne pas pouvoir facilement, en fait, action comptable, faire sa réconciliation, faire sa TVA. Et donc là, le conseil, ça serait soit le faire vous-même, mais bon, c'est pas non plus très facile à faire de bien faire un système de TVA, soit en fait de prendre d'utiliser des API de paiement de gestion de marketplace qui en fait intègrent déjà, qui ont des systèmes de plateforme qui permettent facilement de plugger en fait des applications qui gèrent instantanément en plug and play donc la TVA. Donc ça, par exemple, c'est deux applications qui marchent très bien avec Stripe Connect, qui s'appelle Avala et Octobat, et qui permet super facilement d'envoyer des reçus et de calculer la bonne TVA en fonction du pays. Parce que juste détail, c'est qu'en Europe, ça peut être assez casse-tête de faire de la TVA, parce qu'il y a des nouvelles règles qui font qu'en fait, le montant de la TVA dépend maintenant du pays de l'acheteur. Et donc, si vous avez des marketplaces ouvertes qui vendent dans 15 pays, potentiellement, vous avez 15 taux de TVA différents. Donc, c'est évidemment pas un problème que vous avez à gérer vous-même, sauf si vous êtes la taille de Airbnb. Donc, passer par ces outils, ils sont faits pour. Alors, la deuxième grande idée, c'est comment est-ce que côté acheteur, on offre une expérience correcte et excellente sur mobile et locale si vous êtes déjà dans plusieurs pays. Ça, je pense que c'est un fait que tout le monde commence à intégrer, mais qui est à chaque fois super impressionnant lorsqu'on le met vraiment en perspective avec des vrais chiffres. Donc ça, c'est le nombre d'utilisateurs Internet, d'utilisateurs mobiles sur Internet dans le monde. C'est le nombre de personnes qui accèdent à Internet via un mobile. Donc 2017, ce qu'on remarque déjà en 2017, mais ce qui n'est pas sur le chart, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 2 fois plus d'utilisateurs mobiles que d'utilisateurs desktop dans le monde. Donc souvent, les gens, enfin, il y a une bonne partie, une intersection qui utilise les deux, mais il y a un paquet de personnes en fait déjà qui utilisent que le mobile en fait pour accéder à Internet. Et ce qu'on se rend compte en fait, c'est que cette tendance, elle va que aller croissante. Et donc d'ici 2020, donc on va arriver à presque 5 milliards d'utilisateurs mobiles. Et on estime qu'à partir de 2020, absolument tous les individus qui accéderont à Internet le feront par mobile à un moment ou à un autre. Donc c'est une grosse tendance et c'est là pour rester. Et il y a un très gros problème sur mobile qui casse les pieds de tous les sites e-commerce et tous les marketplaces dans le monde, c'est le problème de la conversion. Quand on regarde aujourd'hui les principaux sites e-commerce et les marketplaces dans le monde, on remarque que le mobile en fait déjà 60% du temps de visite. Donc sur 1 million d'heures de visite, il y aura 60% qui seront faits via mobile. Et maintenant, si on regarde sur la droite, ça c'est par contre c'est en termes de dépenses, on regarde que le desktop fait encore 84% en fait des revenus. On peut l'expliquer de plusieurs manières. L'une des principales raisons, c'est quand on regarde les différences de taux de conversion sur des formulaires d'achat, de paiement entre mobile et desktop, il y a un facteur de 1 à 3. Ça veut dire qu'on convertit en moyenne 3 fois plus en fait, sur un formulaire avec un accès desktop qu'avec un visiteur mobile. Et donc nous, on pense que ce n'est pas une fatalité en fait, cet énorme écart, et qu'en fait, via des petits trucs en termes d'UX qui sont en plus pas très compliqués à mettre en place, en fait, c'est assez facile de résorber un petit peu cet énorme écart entre le temps de visite et le temps de dépense, enfin le montant dépensé. Le principal conseil qu'on donne,
C'est absolument casse-pied de payer sur mobile sur un forme de paiement parce que c'est minuscule, parce que souvent on n'a pas l'application à la OnePassword ou Dashlane qui a enregistré le numéro de carte, et que donc il faut le plus possible offrir donc à vos acheteurs sur mobile des expériences en fait one-click à payer avec une carte sauvegardée, ou encore mieux des expériences avec Apple Pay. Pour vous donner un petit peu plus de contexte sur ça, je pense que ça fait partie, il doit en avoir, je sais pas, peut-être une 5-10, des grandes batailles du web, un peu invisibles. La bataille du one-click et des cartes sauvegardées, c'en est une. En fait, depuis combien de temps maintenant? Depuis 15-20 ans, en fait, des énormes marchands comme Apple, Amazon, en fait, se battent pour accumuler le plus possible de cartes sauvegardées et permettre le plus possible en fait, à des clients en fait, de leur réachat. Donc on estime qu'aujourd'hui, par exemple, Apple, je crois que les derniers chiffres ont 1 milliard de cartes sauvegardées via l'iTunes, via Apple Store, et qui leur permet ultra facilement, donc en particulier sur des micro-transactions où en fait c'est vraiment pénible d'entrer un numéro de carte pour un achat à 1 euro. Donc ça leur permet super facilement d'offrir des expériences one-click. Amazon, qui pourtant avait le brevet initial du one-click, bon, c'est quand même des chiffres considérables, il y a 300 millions, dans mon souvenir, 300 ou 250-300 millions donc de cartes sauvegardées, et pour eux, c'est absolument clé pour faciliter les comportements récurrents de réachat. Et la bonne nouvelle, c'est l'arrivée d'Apple Pay, d'Android Pay, de Samsung Pay, donc de tous ces wallets en fait, sur mobile qui permettent super facilement en fait, de payer donc, un one-click et surtout de payer de manière sécurisée avec une empreinte digitale ou avec un autre élément d'authentification. Apple Pay, je pense que vous avez entendu parler, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui l'a essayé en France parce que le déploiement est assez lent, mais à partir de l'année prochaine, les banques vont commencer à mettre vraiment le paquet en France et vont commencer à tout le supporter et donc à permettre à leurs porteurs de cartes de payer via Apple Pay. Apple Pay, donc, vous voyez, donc ça permet super facilement donc, de payer via son empreinte digitale sur son téléphone. Il y a deux manières en fait, d'utiliser Apple Pay aujourd'hui. On peut payer en magasin avec Apple Pay. Donc, par exemple, au lieu d'avoir un sans contact avec la carte, en fait, on rapproche son téléphone d'un capteur et on paye. Et on peut payer aussi via Apple Pay in-app, donc sur web aussi récemment, donc sur le téléphone directement, sur le web. Donc, par exemple, là, le site, c'est Instacart, qui est un site de livraison de nourriture aux États-Unis. Voilà, ça permet de payer à la fin son panier sur Apple Pay. Et ce qu'on remarque, les statistiques, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que ça existe, Apple Pay, c'est qu'en fait, dans le magasin, ça a un peu du mal à prendre, au sens où, surtout en France, en fait, il y a déjà en fait, le paiement avec la carte en contactless qui est assez pratique. Donc, Apple Pay a du mal à disputer ça. Mais par contre, sur mobile, donc sur web, ça marche extrêmement bien. Quand on regarde des sites, des marketplaces un peu localisés, donc à la Uber, à la Instacart, qui souvent donc, sont sur des comportements un peu compulsifs. Quand j'ai besoin d'un Uber, je l'ai besoin maintenant et je n'ai pas réfléchi le comportement 5 minutes avant. En fait, on remarque qu'Apple Pay, ça fait déjà entre 5 et 10% des volumes d'achat en fait, de ces business. Donc le jour où ça va vraiment être bien déployé en France et en Europe, ça sera clairement un élément de différenciation super important pour toutes ces marketplaces, et en particulier les marketplaces localisés qui vendent des biens à des montants, à des coûts, à des prix assez bas. Autre conseil, c'est le sujet de la localisation. Localisation, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de localiser des sites ou des apps. Localisation, donc, ça veut dire non seulement traduire donc, un site dans plusieurs langues, les langues de vos clients, mais aussi en fait tout ce qu'il y a autour de l'expérience locale et qui n'est pas de la pure langue. Donc les formats de date, les formats de monnaie et tout. C'est partie des problèmes qui ont l'air assez simples en fait au départ. On se dit bah non, c'est que de la traduction, et en fait c'est assez pénible quand on a un site qui marche bien avec une infrastructure qui est déjà un peu conséquente de se remettre à localiser depuis zéro. Donc nous, ce qu'on conseille en fait, c'est d'avoir une infra localisable dès le départ pour offrir super facilement donc à vos clients côté achat surtout des expériences de paiement qui soient purement locales. Et je pense que le principal frein qu'on voit sur les marketplaces, surtout en France, c'est qu'en France, en fait, nous, on vient d'un pays où en fait, tout le monde paye essentiellement par carte. Il y a peut-être un petit peu par PayPal, mais essentiellement par carte. Et en fait, ce n'est pas tout à fait la norme en fait, dans le monde de payer par carte. Il y a plein de pays, notamment des pays en Europe, où en fait, les gens ne payent pas par carte. On prend un pays, par exemple, comme l'Allemagne, donc un pays développé où le commerce existe depuis longtemps. En fait, la carte dans les paiements en ligne, ça fait moins d'un quart des paiements. En fait, les Allemands, par exemple, payent plus par prélèvement SEPA, donc par prélèvement bancaire sur les sites,
que par carte. Donc typiquement, l'expérience en fait plus courante en Allemagne, c'est d'aller sur Amazon, de donner son IBAN en fait à Amazon, et Amazon 2 jours plus tard réussit à débiter en fait le montant du livre ou de la nourriture que vous vouliez acheter. Donc voilà. Se renseigner un petit peu donc, sur les méthodes de paiement privilégiées côté achat pour permettre dès le départ en fait, à vos clients de les offrir. Notamment Stripe, on a construit une API qui s'appelle une API source qui en fait abstrait donc, les différentes méthodes de paiement à quelques caractéristiques élémentaires et qui permet super facilement en fait, de rajouter des nouvelles méthodes de paiement sans avoir à chaque fois recodé depuis le début toute la logique de transaction. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant que je passe à la dernière partie? On continue. Le dernier point, c'est un point qui est particulièrement important en Europe, c'est les questions réglementaires. Alors je sais que je pars un peu défaitiste, je sais que c'est pas passionnant, mais il faut faire ultra attention en fait. Des marketplaces, c'est des business d'un point de vue réglementaire qui sont nettement plus compliqués que des sites d'e-commerce. Parce qu'en principe, vous ne prenez pas de l'argent pour vous, mais vous prenez de l'argent pour le compte d'autres personnes. Et donc, les régulateurs, les pouvoirs publics, en fait, en Europe et en particulier en France, en fait, ont établi des règles et il faut absolument respecter ces règles au fur et à mesure où vous commencez à être de plus en plus visible. La première grosse règle, en fait, c'est qu'il faut rester en dehors ce qu'on appelle comment est-ce qu'on va dire en français, du flux monétaire. Concrètement, on prend un exemple, prenons un exemple. Vous avez peut-être entendu parler, il y a 1 an ou 2, il y a une grosse marketplace de livraison de nourriture qui a fait faillite. Et en fait, l'un des gros problèmes en fait, lors de cette faillite, c'est qu'en fait, cette marketplace n'avait pas payé ses restaurants et ses livreurs, il me semble, depuis 2-3 semaines. Et donc en fait, ce qu'elle avait fait, c'est que lorsqu'il y avait des encaissements, en fait, des gens qui commandaient de la nourriture, concrètement, ce qu'elle faisait, c'est au lieu de reverser en fait les fonds directement au restaurant, au livreur, elle encaissait, elle l'utilisait pour payer, pour essayer de continuer à faire tourner la boîte, payer ses salaires, payer sa liquidation, au lieu de payer les restaurants. Et donc, en fait, lorsqu'elle a fait faillite, concrètement, les restaurants disaient bah, moi, ça fait 3 semaines que je n'ai pas été payé alors que j'ai livré tous mes plats. Donc, j'ai perdu des centaines, des milliers d'euros. Ça, c'est exactement ce que le régulateur le pouvoir public veut éviter avec des marketplaces. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on fait une marketplace, il ne faut absolument pas toucher les fonds qui ne vous sont pas dus. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas encaisser l'argent sur votre compte bancaire et ensuite faire des virements à la mano pour vos vendeurs, mais en fait utiliser des API comme Stripe Connect qui vous permettent super facilement en fait, de segmenter vraiment entre une commission qui vous est due et la commission par contre qui va à votre offreur. Et dernier point sur cette partie, c'est l'aspect plus confiance. C'est Blablacar, je crois qu'il le dit très bien. Blablacar, ils estiment comme l'une des principales raisons en fait, de leur succès, c'est la confiance qu'il y a dans la communauté. Le jour où il n'y a plus de confiance dans cette communauté, ben, en fait, personne ne va rentrer dans la voiture d'un inconnu si je me dis il y a une chance sur 10 que je me fasse braquer ou que le mec conduise tellement mal qu'on rentre dans le mur. Donc la confiance, vraiment, dès qu'il y a un aspect communauté, c'est absolument clé. Et Blablacar, par exemple, et d'autres estiment, ou Airbnb, estiment qu'en fait, c'est l'un des facteurs de succès qui explique en fait, l'une des parties clés de la valeur en fait, de ces marketplaces aujourd'hui. Et en fait, il y a des manières assez simples de... Enfin, non, c'est un problème très compliqué, mais il y a des manières simples de au moins l'entamer, ce problème. Et ça, le principal conseil que je vous demanderai, que je vous donnerai, c'est de vous poser, en fait, avant de vous lancer, les questions un peu difficiles. Prenons un exemple d'Airbnb. Si un locataire loue un appart et qu'il fait une énorme fête et qu'il brûle la moitié de la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est Airbnb? Si c'est le locataire, est-ce que Airbnb va essayer aider le propriétaire à récupérer des fonds? Donc toutes les questions un peu difficiles comme ça, qui sont un peu le worst case scénario, le failure mode, de vous les poser en amont, parce que c'est exactement pour cette raison qu'en fait les gens aujourd'hui ne transactent pas sans cette marketplace. Tu vois. Donc les questions un peu difficiles, un peu classiques, c'est la question de ce qu'on appelle les chargebacks. C'est en fait lorsqu'on achète un produit ou un service et qu'il n'est pas conforme en fait à ce qu'on avait demandé. Si par exemple j'achète sur Deliveroo
je sais pas, un burger et que je reçois une pizza mais que je voulais absolument un burger, et ben en fait j'ai le droit d'appeler ma banque et de dire c'est pas conforme en fait ce que j'avais demandé le service. Donc qui est-ce qui est responsable dans ce cas? Est-ce que c'est Deliveroo qui se retourne vers le restaurant, ou est-ce que c'est le restaurant qui gère en direct avec l'acheteur donc ce litige? Pareil pour les questions de remboursement et de critique de clients de manière générale. Donc, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Airbnb, mais Airbnb est connu pour avoir un service client qui est très bon aujourd'hui. C'est-à-dire, si on se retrouve, par exemple, devant Airbnb et que le type n'a pas laissé la clé, que vous vous retrouvez concrètement dans une ville que vous ne connaissez pas tout seul, et ben, en fait, Airbnb s'engage dans un délai ultra court à vous répondre et en fait à trouver un peu des solutions alternatives. Donc ça, pareil, c'est un différenciant pour faciliter les transactions et faciliter le réachat. Et enfin, ça c'est plus sur la dimension expansion internationale. C'est comme je vous disais, lorsqu'on envoie de l'argent, quand on envoie des fonds en ligne à quelqu'un, il faut s'assurer que cette personne, est bien qui elle dit être, et deux, n'est pas un criminel. Et là, la petite difficulté sympathique en Europe, c'est qu'en fait, les informations que vous devez collecter pour contrôler l'identité d'un vendeur diffèrent d'un pays à l'autre. Donc par exemple, un exemple complètement factice, mais par exemple, en France, le permis de conduire, c'est accepté comme document d'identité, mais en Espagne, il ne le sera pas. Donc, généralement, c'est le genre de choses qu'on ne connaît pas spontanément. Donc, faites attention, soit travaillez avec un avocat pour bien clarifier ça dès le départ, parce que c'est ce qui peut vous mener dans le mur dans un pays si vous lancez et vous ne respectez pas les règles, ou bosser avec des API, avec des prestataires qui vous aident facilement en fait, de comply avec les règles locales. Et c'était ma dernière slide. J'ai oublié de vous remercier sur la dernière slide. Merci beaucoup. Donc on va terminer sur ce charmant sujet des local requirements. Merci beaucoup. Et ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez des questions? Sinon, je vais rester un peu, moi, encore une demi-heure derrière à la sortie de la salle et je serai ravi de discuter avec vous d'un projet particulier ou de ce que vous voulez sur Stripe ou autre. Merci. Ah, peut-être, attends, une question? Alors, la question, c'est est-ce que Apple Pay est un concurrent de Stripe? Non, parce qu'en fait, nous, Stripe, on n'émet pas des moyens de paiement, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des cartes, on ne crée pas des wallets. Nous, on permet facilement de les intégrer à ton site ou à ton app. Donc on supporte Apple Pay, on supporte Android Pay et plein d'autres manières de payer. Ouais. Ouais, ouais. La question était qu'est-ce qu'on conseille en termes d'UX pour lorsqu'on accepte des paiements par carte? Est-ce qu'on fait sortir l'acheteur pour l'envoyer vers une autre page, vers un 3D Secure, c'est-à-dire la vérification par SMS ou autre? Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, lorsque tu fais quitter en fait ton client de ton site vers une page tierce, tu as un taux de chute qui est entre 5 et 20% selon le pays. Tu as des pays où en fait les clients sont assez habitués, c'est le cas de la France où en fait c'est encore beaucoup le cas, donc le taux de chute sera un peu plus faible, mais il sera quand même assez significatif, 5%. Donc ce qu'on conseille, c'est de l'éviter le plus possible, quoi qu'il arrive, de mettre ton formulaire de paiement, c'est-à-dire l'endroit où tu collectes le numéro de carte, de le mettre vraiment sur ton site. Et on a une solution qui s'appelle Stripe.js qui permet facilement de tokeniser en fait les numéros de carte pour ne pas les manipuler toi-même et donc pas avoir accès à cette information confidentielle dans ton back-end, mais manipuler un token qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà, garder le formulaire de paiement sur ton site et de uniquement faire des redirections vers 3D Secure lorsque tu penses que c'est vraiment un paiement très risqué. Ça veut dire 3D Secure, je ne sais pas si vous voyez, c'est donc vérification par SMS. Et en fait, le principal intérêt de 3D Secure, c'est qu'à partir du moment où votre client a réussi à s'authentifier de 3D Secure, vous êtes plus responsable en cas de fraude. Ça veut dire que vous avez fait ce que vous avez à faire en tant que site, en tant que marketplace. Et donc, si jamais il y a un cas de fraude, et ben, en fait, c'est la banque qui va s'en occuper, c'est pas vous. Donc, ce qui est pas mal. Mais uniquement donc, le réserver au cas où, a priori, il y a plusieurs signaux qui vous font penser que c'est de la fraude. Oui. Je voulais comprendre qu'il y avait des outils UX et UI qui étaient disponibles, c'est ça, pour les clients? Ouais. Quelle marge de manœuvre ils ont sur la customisation? Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a des outils d'UX qu'on propose et qu'est-ce que les sites et apps qui utilisent Stripe ont comme marge de manœuvre pour la customisation?
On a deux, trois choses. On a une librairie jQuery qu'on a open sourcée il y a quelques années, qui s'appelle jQuery.payment et qui permet de faire des choses qui ont l'air toutes simples, mais qui sont assez pénibles à faire, comme contrôler directement dans le champ si un numéro de carte est valide ou pas, s'il manque un chiffre, contrôler en fonction du premier numéro de la carte, si c'est une carte Visa, Mastercard. Donc plein de petites choses comme ça en fait, qu'on peut faire en front-end et sur lesquelles vous n'avez pas besoin de Stripe. En fait, vous pouvez le faire directement via de la librairie. Première chose. Et deuxième chose, en fait, c'est qu'on a, on a maintenant un produit qui s'appelle Stripe Elements, qui permet très facilement en fait deux choses, c'est de tokeniser les cartes, c'est-à-dire de ne pas en fait avoir accès, vous, en tant que site marchand, à un numéro de carte, parce que ça c'est assez, si jamais vous vous faites hacker, en fait c'est une catastrophe d'avoir accès à ce numéro de carte. Donc tokeniser la carte. Et deuxièmement, de parfaitement en fait contrôler votre UX tout en utilisant quelques best practices, comme par exemple si le numéro de carte que le client rentré fait 15 chiffres et pas 16 chiffres, et ben en fait directement en fait, renvoyer une alerte et dire attention, a priori le numéro de carte ne va pas passer avant même que le client ait besoin d'appuyer sur acheter. Mais après en termes de design, c'est-à-dire de couleur, de taille de champ, d'arrangement, vous avez une liberté complète, on n'impose rien. Oui. Oui. Le numéro d'autorisation, tu entends quoi? Ah oui, de ta banque, tu veux dire? Ouais. Ouais. La question est comment est-ce que ça marche pour les prélèvements SEPA et la question de numéro d'autorisation bancaire. Alors, prélèvement SEPA, juste pour donner un tout petit peu de contexte à ceux qui sont un peu moins familiers. Donc, prélèvement SEPA, généralement, c'est ce que vous utilisez lorsque vous payez EDF ou autre. L'intérêt d'un prélèvement SEPA, c'est qu'en fait, par définition, un compte bancaire, ça expire pas, contrairement à une carte. Et donc, en fait, par exemple, typiquement EDF, ou EDF sait que vous avez des clients prêts pendant des dizaines d'années, et bien comme ça, ils n'ont pas à vous redemander à chaque fois une carte, et ils sont sûrs que l'échéance va passer à chaque fois. Donc, prélèvement SEPA, c'est ça, et c'est aussi très utilisé par le B2B, en fait, lorsque c'est des très gros montants et qui, en fait, dépassent les plafonds de cartes. C'est mieux d'utiliser un prélèvement SEPA qu'un payant par carte. Alors la question, c'est comment ça marche pour l'autorisation. En fait, lorsqu'on veut accepter, ça va être de la technique là, mais lorsqu'on veut accepter en fait des prélèvements SEPA en tant que marchand, en tant que commerçant, il faut avoir un numéro national qui s'appelle ICS auprès de sa banque. Et ça, c'est la banque en fait qui le donne. En fait, c'est en fonction de votre compte bancaire. Si vous êtes à la Société Générale ou à la BNP, il faut demander à la Société Générale est-ce que je peux avoir mon numéro d'ICS pour pouvoir accepter en tant que commerçant les prélèvements SEPA. Donc ça se fait par la banque, mais vous nous le donnez. Et ensuite, après, il n'y a plus rien à faire côté banque. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et je suis à la sortie de la salle, si vous voulez.